Bonjour. Vous avez publié aujourd'hui un article dans le Figaro. Nous l'avons lu sur les leçons qu'on peut tirer de cette aventure incroyable qui s'est passée ce week-end, en tout cas samedi en Russie. Vous faites allusion à une espèce de réalité historique en Russie. C'est une tradition, vous avez l'air de dire, en Russie. Est-ce que c'est vraiment une tradition? Parce que là, on est dans quelque chose de tout à fait inconnu, ce qui s'est passé ce week-end. La stabilité russe, elle a été très très souvent chronique. Elle a été en fait aussi présente dans l'histoire de la Russie que ont pu être les périodes de grande stabilité, si l'on pense par exemple évidemment à l'époque des grands tsars et des grandes tsarines, Pierre le Grand, Catherine la Grande, ou évidemment et malheureusement tragiquement à l'époque stalinienne. Mais pour le reste, l'histoire russe a souvent été chaotique, hantée par toutes sortes de prétendants, de chefs de révolte populaires, paysannes, d'intrigants de palais, d'histoires là aussi, de poisons, d'assassinats. Et donc, Vladimir Poutine nous a fait croire depuis à peu près 25 ans que la Russie était au fond un pays solidement ancré avec un État fort. Il n'en était rien, en fait, de la même manière que Potemkin, le généralissime et l'amant de Catherine la Grande, ripollinait des villages pour faire croire à la tsarine que tout allait bien en Russie. Poutine nous a fait croire qu'il y avait un État fort en Russie. Cet État a vacillé ce samedi de manière totalement spectaculaire. Une retransmission en mondovision, en quelque sorte, et sur l'ensemble des réseaux sociaux, que le roi était nu. Et pire que tout, c'est le bouffon du roi qui a montré que le roi était nu. Donc alors, mais quand même, malgré tout, si on revient à cette histoire de Prigojine, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette tête? Pourquoi il a fait cette insurrection? Est-ce que c'était un vrai faux putsch? Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il est parti comme ça? Il imaginait bien qu'il serait arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment on peut comprendre tout ça? Est-ce que c'est improvisé, un coup monté? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une manipulation? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Je l'ai dit et je l'ai écrit pour comprendre ce qui s'est passé entre apparemment Prigojine et Poutine, mais en fait l'affaire est infiniment plus complexe. Pour comprendre en fait ce qui s'est passé, il faut se tourner en fait vers Scorsese, Coppola et les grands films du crime organisé, n'est-ce pas? C'est ça en fait la véritable clé. Nous mésestimons complètement, nous ignorons même la nature réellement mafieuse du régime qu'a inventé Vladimir Poutine, ou plutôt dont il est le porteur, parce que c'est un régime clanique, c'est un régime de famille, de clique, de clientèle, et cette famille, elle est organisée sur la prédation de la Russie. Cette prédation, elle repose sur l'alliance entre les oligarques, ceux qui ont l'argent, et les agents, les espions, ceux qui ont l'information. En fait, Poutine a pris le pouvoir parce qu'il a chassé les anciens oligarques qui avaient fleuri sur la dépossession de la Russie qu'avait exercé Yeltsin. Il a chassé ces vieux oligarques, et ce sont ces agents, les agents du FSB, et particulièrement toute sa cour de l'époque de Saint-Pétersbourg, de ses débuts, qui a pris le pouvoir. Alors évidemment, dans cette constitution mafieuse, il y a un parrain, c'est bien lui. Il est le chef. Il est le chef aussi en tant qu'il est l'arbitre. Mais il doit faire avec des lieutenants extraordinairement puissants. Et en fait, nous avons eu tort de voir cette affaire comme un duel entre Prigojine et Poutine. La vérité, c'est qu'il y avait certainement un troisième homme derrière. On va essayer de voir un peu plus tard lequel. Restons-en à l'événement. Que se passe-t-il? Imitant les États-Unis et la milice Blackwater, la Russie décide de privatiser une partie de son armée, de son capacité d'intervention militaire, en fait, pour gagner de nouveaux marchés, les marchés du pétrole, du gaz, le marché des minerais, comme par exemple en Afrique, où le groupe Wagner bouscule la France, au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Mais voilà qu'en fait, un peu comme dans l'histoire du golem, mais surtout comme dans l'histoire de Frankenstein, la créature se révolte contre son créateur. Poutine n'a jamais mentionné le nom de Prigojine. Poutine a menti publiquement, disant que Wagner n'existe pas ou n'a rien à voir avec l'État russe.
Et puis voilà que Prigojine s'est engagé dans la guerre d'Ukraine. Mais Prigojine, la créature, a dépassé le programme, le logiciel que lui avait donné son créateur, parce que Prigojine a pensé faire de sa fortune militaire en Ukraine, de son intervention en Ukraine, en fait, la base du développement de son parti politique en Russie, qui aurait été le parti de l'ultra-chauvinisme, de l'ultra-droite, une sorte de parti fascistoïde qui, évidemment, aurait posé ses conditions à Poutine. Et puis surtout, au sein de l'armée, eux aussi étant des membres de ce clan mafieux, le ministre de la Défense, Shoigu, le généralissime Gerasimov, n'en pouvait plus à la fois des exactions sur le terrain de Prigojine, criminel de guerre, cuisinier de cour pendant longtemps de Poutine, qui est devenu une sorte de chien enragé et qui s'est retourné contre son maître, et il n'en pouvait plus des exactions et de l'autonomie de Wagner. Or, les autres membres du clan qui tiennent l'armée, qui sont Shoigu, le ministre de la Défense, qui est aujourd'hui un ministre de la guerre, pour dire la vérité, et Gerasimov, le généralissime, l'auteur de la doctrine de la guerre asymétrique, de la guerre totale, les voilà qu'ils étaient fatigués de ce Prigojine qui prétendait supplanter la valeur de l'armée régulière, ce Prigojine qui agissait de manière autonome, ce Prigojine qui commettait des exactions pour lesquelles, évidemment, Shoigu et Gerasimov savaient qu'ils seraient jugés responsables à l'issue de la guerre. Ces membres du clan ont décidé, d'une part, que Wagner devait se dissoudre dans l'armée régulière, ce qui ne plaisait pas à ces miliciens qui sont bien mieux payés que les soldats réguliers et qui sont aussi maîtres de leur mouvement, n'est-ce pas, y compris de leur fuite devant l'ennemi si nécessaire. Et évidemment, le deuxième but de Shoigu et de Gerasimov, c'était la mise à l'écart, voire l'élimination, puisqu'on est dans un monde d'élimination, n'est-ce pas, hein, à l'instar véritablement des familles new-yorkaises, mais à l'instar aussi de ce qu'a toujours été le Kremlin sous l'époque communiste. Et donc de l'élimination de Prigojine. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bombardement, un raid aérien, un bombardement sur le campement de Prigojine, qui vraisemblablement avait pour cible principale Prigojine lui-même, a échoué. Eh bien, Prigojine est allé demander des comptes à son maître, à son protecteur défaillant, Poutine, qui, entre-temps, avait rompu, en fait, les relations et les échanges avec Prigojine. Alors, est-ce que Prigojine aurait pu prendre Moscou? La vérité, c'est que les soldats qui étaient censés défendre Moscou, peu nombreux, puisque l'armée russe, elle est en Ukraine et au Caucase, au Haut-Karabakh, que ces soldats n'avaient pas plus envie de mourir pour protéger Moscou que pour prendre Kiev. Pour eux, c'était une affaire, en fait, interne à ce cercle de pouvoir impénétrable, n'est-ce pas, à ce cercle mafieux. C'était un règlement de compte entre caïds, et ils n'allaient pas verser leur sang pour ces caïds. Donc, hypothétiquement, oui, Prigojine aurait pu arriver à Moscou. Il serait entré dans le Kremlin, et qu'aurait-il fait de plus? Il se serait déclaré président, il aurait eu les codes nucléaires, il aurait instauré une nouvelle constitution, mais rien de tout cela. C'était en fait une espèce de fuite en avant revendicatrice de manière à obtenir des gages. Voilà ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien on a vu un Poutine faible, affaibli, médiocre, avec une déclaration tout à fait absurde, comparant la situation à celle de 1917, d'un coup exaucant Prigojine au rang d'un Lénine, n'est-ce pas, ce qui est tout de même très exagéré. Et puis, d'un autre côté, il a promis de punir les factieux de manière très sévère. Alors, ça n'a pas été 1917, ça a été une mascarade. Et d'un autre côté, manifestement, les factieux ne seront pas punis ou ne seront pas punis tout de suite. C'est donc bien là où nous en sommes. Que s'est-il passé? Eh bien là, revenons à la théorie essentielle. À qui profite le crime? Je veux dire, à quel troisième homme? Écartons en quelque sorte l'objectif, partons en arrière, élargissons le champ de la caméra, et revenons à cette constitution mafieuse clanique. Et là, l'affaire est claire. Il y a quelques candidats quand même à qui ce crime profite.
Ce sont des gens qui sont autour de Poutine, qui sont moins que Poutine de manière visible, mais autant que lui de manière interne, n'est-ce pas? Alors il y a qui? Il y a Naryshkin, qui est l'héritier d'une famille aristocratique bolchevisée de force, qui en fait est un peu la tête pensante pour Choïgou et pour Gerasimov. C'est le camp réaliste. Ce camp réaliste a été mis à mal par la déclaration de guerre. Ce camp ne voulait pas de la guerre, ce camp ne veut pas de l'eurasisme, ce camp penche pour le rapprochement avec l'Occident. Naryshkin a été humilié publiquement. Tout le monde l'a vu, le monde entier l'a vu par Poutine lors du début de la guerre sur la question de l'annexion du Donbass. Et ce groupe-là, en fait, qui est en but à l'hostilité de Prigojine depuis toujours, évidemment, ce sont les têtes de ce groupe que Prigojine voulait, qu'il n'a pas obtenu, mais ce groupe est en mode survie. Pour ce groupe, le compte à rebours a commencé. Chaque jour qui passe, où Poutine se maintient au pouvoir, représente un vrai risque. Alors, le deuxième groupe, c'est celui des affairistes, des véritables oligarques, qui est mené par le premier d'entre eux, qui a rang de vice-premier ministre, Igor Sechin, qui est le patron de Rosneft. Rosneft, c'est le Gazprom du pétrole. Sechin est un vieux compagnon de route de Poutine depuis les années de Saint-Pétersbourg, mais lui, il est converti au marché et à l'économie du marché, et il trouve que l'économie souffre, et il ne veut pas d'une Russie qui tournerait à la Corée du Nord. Donc, de ce point de vue-là, lui aussi, je dirais, met en cause, au fond, les décisions fondamentales de Poutine depuis le début de la guerre. Et puis, il y a au centre les slavophiles. Alors, Sechin, c'est l'aile affairiste, elle réaliste, elle affairiste. Et puis, au centre, massif, il y a le clan slavophile. Il est tenu par Nikolaï Patrouchev. Nikolaï Patrouchev, c'est aujourd'hui le patron de tout l'appareil sécuritaire. Le FSB, la garde nationale, les groupes spéciaux, etc., le groupe, le renseignement militaire, tout est sous lui. Il suit Poutine depuis le départ. C'est son aîné de quelques années et ça a été son aîné dans le KGB. Il est en fait l'alter ego quasiment méconnu de Poutine. Lui aussi pense que la guerre, dont il n'était pas un chaud partisan, coûte trop cher à trop de points de vue. Lui aussi considère que Poutine s'entête. Lui aussi préférerait jouer une carte plus diplomatique, jouant l'Occident contre la Chine contre l'Occident, et lui aussi aimerait avoir une Russie forte. Sa force à lui, pour vouloir une Russie forte, c'est qu'il a un successeur en tête. C'est son fils, Dimitri Patrouchev, 45 ans, ministre de l'Agriculture, c'est lui, l'homme des céréales dans le monde, qui a fait Harvard et qui pourrait être le visage jeune d'une Russie renouvelée. Alors tout ça s'est joué dans cette nébuleuse pendant que vraisemblablement Poutine avait pris l'avion et était parti à Saint-Pétersbourg. On ne pourra jamais le revérifier. Ce qu'on sait, c'est qu'un avion gouvernemental est parti brutalement de Moscou. Ça, c'est sûr. Et on peut penser aussi que le peu, finalement, de soldats mis pour défendre le Kremlin, le très léger appareil militaire déployé autour de la capitale pour contrer Prigojine, a correspondu à l'idée que, d'une part, Poutine n'était pas là, n'était plus là, qu'il ne risquait rien, et d'autre part que vraisemblablement des conversations secrètes ont commencé assez tôt. D'où, comme un diable sorti de sa boîte, Loukachenko envoyé pour négocier. Négocier quoi? D'abord, l'immunité de Prigojine. Pas simplement son immunité sur l'opération, mais une espèce d'immunité rétrospective, puisqu'il a plusieurs contrats sur la tête. Pas des Ukrainiens, des Russes. Pas de n'importe quel Russe, des Russes qui tiennent le pouvoir. Son départ pour la Biélorussie, le maintien de Wagner, malgré tout, et probablement quelques pourcentages de plus sur les gros marchés de l'Afrique que tient Wagner, parce que Prigojine a sa force-là. Et le renoncement à créer un parti politique. C'est ce qu'on peut estimer, n'est-ce pas? Mais le véritable résultat de cette opération, il n'est pas là. Le résultat de l'opération, c'est que
le monde entier a vu que désormais, Vladimir Poutine n'a plus les pleins pouvoirs, pour autant qu'il les ait eu un jour d'ailleurs, et qu'en fait, il n'impressionne même plus personne dans son clan. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont peur de l'implosion de la Russie. J'ai deux questions. Est-ce que ça c'est réel, l'implosion de la Russie, c'est possible? Est-ce que ça te semble possible ou improbable? Et puis, quid de l'avenir? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'Ukraine? Est-ce qu'il y a des espoirs que certains clans veuillent maintenant négocier? Ou est-ce que ça va être une recrudescence encore pire de la guerre pour Poutine, pour s'en sortir, peut-être qu'il va aller dans ce sens-là? Est-ce que ça va pas être un renforcement à la fois de la guerre et du pouvoir de Poutine? Toute cette espèce de cavalcade folle de Prigojine fonçant à 150 km/h sur Moscou, à Moscou vraisemblablement vide de Poutine, n'est-ce pas? Et puis cette espèce d'arrangement tout à fait abracadabrant à la fin, voilà, cette espèce nous avons tous retenu notre souffle devant nos téléviseurs, nos écrans de téléphone. Qu'est-ce que ça a annoncé? Et puis ça fait, comme aurait dit Jacques Chirac, ça fait pchit, pchit, lamentablement pchit, n'est-ce pas? Alors on a vu que la Russie était un pays, en fait, terriblement désorganisé. On l'avait vu sur le front en Ukraine, mais on le voit plus là encore. C'est un pays au pouvoir divisé. C'est un pays au pouvoir fragmenté. Alors malgré tout, il est quand même apparu rapidement aux gens, à part à quelques excités, que mieux valait garder au Kremlin pour l'instant Poutine que Prigojine. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes CV. Poutine a fait le KGB, quoi qu'il en soit, c'était aussi une école étatique. Deuxièmement, il a tenu la Russie pendant 23 ans, il a fait tous les grands rassemblements mondiaux, les sommets internationaux, etc. Tandis que Prigojine, ce n'est jamais qu'un petit criminel condamné très tôt pour proxénétisme sur mineur, et qui, depuis, on l'a vu, se délecte de faire des clips où il massacre à coups de masse, dans des bains de sang, ceux qu'il considère être les traîtres à Wagner et autres, n'est-ce pas? Simplement, le problème, c'est que Prigojine, c'est l'homo poutinicus accompli, achevé. C'est bien à ça qu'ont mené 23 années de règne de Poutine. Alors, de ce point de vue-là, il est clair que les Occidentaux ont retenu leur souffle et ont été tout à fait attentistes parce que, évidemment, il y a deux questions qui sont derrière la guerre d'Ukraine. C'est que les Occidentaux, nous-mêmes, nous voulons que l'Ukraine retrouve la souveraineté sur ses territoires perdus et des garanties d'indépendance et de sécurité, mais nous ne voulons pas une implosion de la Russie, ce pays qui reste le plus grand du monde, même s'il est revenu dans les frontières de Catherine la Grande. Il a perdu tous les territoires qu'il avait pu gagner, n'est-ce pas, pendant 2 siècles. Mais même comme ça, il reste sur 8 fuseaux horaires. Et puis, cette implosion, elle aurait des conséquences géopolitiques dramatiques, avec une Chine s'emparant de la Sibérie, qui n'est pas qu'un espace vide, qui est un espace surtout très riche en minerais rares. Donc nous aurions une guerre de 30 ans qui irait non pas de l'Atlantique à l'Oural, mais finalement de la Neva à l'Oural. Et ça serait dramatique. Le deuxième point, c'est que, à qui reviendrait dans ce cas-là le premier arsenal nucléaire du monde en nombre d'ogives? Ça serait aussi une très grave question, n'est-ce pas? Et on sait à peu près quand même, les services occidentaux en sont persuadés, qu'en dépit de ces démonstrations ultra-bellicistes, Poutine, pour l'instant, n'envisage pas d'utiliser l'arme nucléaire, même de manière tactique. Car il sait, lui, il a été élevé dans la grammaire et le code de la guerre froide, il sait que dès qu'on commence nucléairement, on ne sait plus où ça s'arrête. Donc ces deux préoccupations sont extrêmement fortes, et d'ailleurs on a vu que les Ukrainiens n'ont pas profité, même pendant les quelques heures de cet immense chaos politique en Russie, ils n'ont pas profité pour accélérer leur offensive. D'abord parce que leur offensive est une offensive de long cours. Il faut bien s'en rendre compte. Ils n'ont même pas encore engagé toutes leurs troupes. C'est une offensive, contre-offensive graduelle, parce que c'est un fusil à un coup, et à tirer trop vite, en fait, on pourrait tout à fait tout rater, n'est-ce pas?
Parce qu'il n'y aura pas de deuxième contre-offensive si la première coûte trop cher en nombre d'hommes et coûte trop cher en termes de ressources d'armement. Donc nous en sommes là. Nous notons aussi que pendant ces heures transitant entre tragédie et comédie et finissant dans la clownerie, ce qu'on voit, c'est que l'effort de guerre russe n'a pas cessé. Kiev a continué à être bombardé, il y a eu des morts civiles, donc il semble que même si Gerasimov avait disparu de Rostov-sur-le-Don, que Prigojine avait pris, on ne sait pas où était Gerasimov, est-ce qu'il était caché dans les forêts, en attendant, la canonnade russe continuait sur les Ukrainiens. Donc il faut s'attendre malgré tout à un conflit long, que cet événement, encore une fois complètement surréaliste, ne devrait pas beaucoup déranger. Les deux parties ne peuvent pas perdre cette guerre, c'est ça le problème, et aucune des deux parties ne peut raisonnablement la gagner. C'est là où nous en sommes. Donc il faut arriver à un moment de gel du conflit qui permettrait des négociations. Poutine a une chance de durer jusqu'à cette heure des négociations. Mais il est évident que si les Russes en venaient à négocier, c'est qu'ils auraient malgré tout perdu. Et ils ont perdu cette guerre d'ores et déjà, de toute façon, de si nombreux points de vue qu'elle est réellement perdue pour la Russie et que cette guerre en plus a perdu la Russie. Mais par rapport à ça, ce qui est clair, c'est que dans ce cas-là, la dernière mission de Poutine pourrait être de mener des négociations humiliantes pour lui, ce qui ajouterait en fait aux bonnes raisons de ses compères mafieux de le remplacer. Poutine, de toute façon, est fini. Voilà. Combien de temps cette fin va prendre, c'est toute la question. La réponse ne dépend pas de nous, elle dépend de véritablement ces chefs mafieux qui sont autour de lui et qui se demandent s'il faut encore tenir un temps le parrain sous perfusion parce que c'est lui qui ira en prison. Je voulais te poser une question sur l'église orthodoxe là-dedans, qu'elle joue le jeu, mais... Toutes les institutions ont dit qu'ils soutenaient Poutine. Parce que, bon, c'est très... ce type de régime encourage ça totalement, n'est-ce pas, cette espèce de servilité à tuer avec qui t'a nommé, avec celui qui t'a nommé. Voilà, parce qu'en plus tu connais sa capacité de répressive. Si jamais il perd, il sera toujours temps d'expliquer à celui qui a vaincu ton ancien maître qu'en fait tu avais été obligé, mais qu'en fait tu avais toujours rêvé de le voir prendre la place. Voilà, ça c'est... tous les systèmes politiques de la terreur parient en fait sur la peur angoissée des courroies de transmission de ce système de terreur. La terreur, elle vaut pas parce qu'elle est décrétée d'en haut, elle vaut parce qu'elle trouve ses serviteurs dans la pire des banalités, c'est la leçon d'Hannah Arendt, sur la banalité du mal, n'est-ce pas? Donc, les types se sont précipités, ils ont hésité, certainement, ce matin-là. Le patriarche Kirill, les présidents des différentes assemblées parlementaires. Et si Poutine tombait, est-ce qu'il faut aider Poutine? Oui, mais s'il ne tombe pas, et si j'attends trop pour faire ma déclaration d'allégeance, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. Voilà, ils ont tous joué à la roulette russe.